Ces dernières semaines, les gros titres ont été dominés par les tentatives des États-Unis de conclure un accord entre la Russie et l'Ukraine afin de mettre fin à la guerre. Suite à la fuite du plan de paix en 28 points de Donald Trump, une véritable tornade d'activités diplomatiques s'est déclenchée. Des représentants de haut niveau de plusieurs nations se sont réunis à Miami, Abu Dhabi, Genève, Moscou et Bruxelles. Malgré des déclarations encourageantes, les positions des deux parties semblent encore loin d'être conciliables. Les discussions se poursuivent tandis qu'elles continuent sur le terrain, en mer et dans les airs. La guerre fait rage ces derniers jours. Alors que la Russie augmente la pression sur le terrain, l'Ukraine a intensifié ses frappes à longue portée contre les infrastructures énergétiques russes, les infrastructures et les cibles militaires de grande valeur. En particulier, des images viennent d'être publiées montrant une frappe réussie sur des composants vitaux et coûteux du réseau de défense aérienne russe. Un lanceur S-300 et deux radars Niob-SV. Désactiver ou perturber les défenses aériennes russes est un aspect clé, mais souvent sous-estimé, de la guerre aérienne ukrainienne contre la Russie. Examinons cette frappe et comment l'Ukraine transforme progressivement les défenses aériennes russes en une sorte de fromage emmental. Le 2 décembre, la direction du renseignement de la défense ukrainienne, ou Direction du renseignement de la défense ukrainienne, a publié des images montrant, selon elle, la destruction d'un lanceur de défense aérienne russe, S-350, et de deux stations radars, Niob-SV, lors d'une frappe nocturne menée par son équipe de drones de combat dans le Donbass. Selon la Direction du renseignement de la défense ukrainienne, les attaques ont eu lieu quelques nuits plus tôt, le 29 novembre. Les attaques coordonnées ont ciblé les composants les plus coûteux et stratégiques du réseau de défense aérienne russe. Dans le cadre d'un effort continu visant à réduire la capacité de la Russie à contrôler l'espace aérien, au-dessus des territoires occupés. Cette fois, le groupe de frappe a touché un lanceur de missiles 9 à 83 russe, composant clé du système solaire S-350. Le lanceur était apparemment en service de combat actif au moment de l'impact, ce qui souligne à la fois le bon timing et la précision tactique de l'opération. Une perte coûteuse pour la Russie, c'est certain, mais les dégâts ne se sont pas arrêtés là. En plus du lanceur, des drones ukrainiens ont détruit deux radars, un L-100, 25 Niobe-SV. Quels sont ces équipements ciblés par les drones du direction principale du renseignement? Et en quoi leur destruction affaiblit-elle la défense aérienne russe? Le S-300 Peak, aussi appelé Solaire, 12 Gladiator ou Giant par l'OTAN, n'est ni le système de défense aérienne russe le plus récent, ni le plus cher. Une batterie complète de S-300 fait coûte des dizaines, voire plus de 100 millions de dollars et reste essentielle dans la défense russe. Alors que la modernisation vers les S-400 et S-500 accuse du retard, il s'agit d'une des nombreuses variantes de la famille S-300, une série de systèmes de missiles solaires longues, portés conçus par l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques et aujourd'hui fabriqués en Russie. Le système est conçu pour contrer diverses menaces aériennes, comme avions, missiles de croisière et balistiques. Même si les versions originales ne sont plus fabriquées, la Russie entretient, modernise et exporte toujours son stock. Actuellement, la Russie utilise surtout ses S-300 pour défendre son espace aérien contre les drones ukrainiens et les High Mobility Artillery Rocket System. Storm Shadow, Scalp, Neptune, Flamingo et de plus en plus de missiles et hybrides missiles-drones. Comme il s'agit d'un système à longue portée, il est généralement placé à l'arrière des défenses aériennes, en couche de la Russie, tandis que les systèmes à plus courte portée sont utilisés près du front. Le fait que cette frappe ukrainienne ait visé un lanceur S-300 près de la ligne de front dans le Donbass suggère que la Russie manque peut-être de systèmes de défense aérienne. Oryx, site indépendant suivant les pertes d'équipement en Ukraine, compte actuellement 359 systèmes missiles solaires russes détruits par l'Ukraine. Sur ceux-ci, 269 détruits, 62 endommagés, 4 abandonnés et 24 capturés. Oryx recense déjà 9 à 83 du S-300 vide touché par l'Ukraine. Cette nouvelle frappe serait la 8e, bien qu'elle ne soit pas encore signalée sur le site. Le véhicule de chargement ou lanceur de missiles est essentiel à tout système solaire. On ne peut pas vraiment tirer de missiles sur des menaces entrantes sans ce type d'équipement. Le système de missiles solaire S-300 comprend 5 éléments principaux. Véhicule de chargement, lanceurs et missiles. Ils incluent un véhicule de commandement, des radars et des véhicules de rechargement. Tous les composants reposent sur un châssis à chenilles spécialisé issu du 2S7 Péon, intégrant des éléments des chars T-72 et tout T-80. La plateforme utilise un moteur diesel V84 de 840 chevaux,
atteignant 50 km/h et jusqu'à 480 km d'autonomie. Il existe deux variantes de lanceurs. Le 9 à 82, Solaire 12B Giant selon l'OTAN, et le 9 à 83, Solaire 12A Gladiator, frappé récemment par l'Ukraine. Le Giant a un équipage de 3 personnes et un radar intégré. Il est conçu pour neutraliser les missiles balistiques et transporte 2 missiles longue portée 9,82. Sa portée est d'environ 100 km et son altitude efficace de 300 km. Le Gladiator, en revanche, est conçu pour cibler les avions, les missiles de croisière, les menaces balistiques plus petites, et même les drones. Le rapport coût-bénéfice d'abattre des drones bon marché avec des missiles coûteux devient rapidement infaisable. Le Gladiator possède un radar intégré et transporte 4 missiles 9 M83 à moyenne portée, atteignant 45 miles de portée et 155 miles d'altitude. Quant aux missiles, ils sont plutôt redoutables. Le missile antibalistique 9 M82 fait 325 pieds de long, 3 pieds de diamètre et pèse plus de 10 000 livres. Au-dessus, une ogive à fragmentation de 330 livres optimisée pour les cibles balistiques rapides. Le 9M83 utilise la même ogive, car elle est tout aussi efficace contre les avions et les missiles de croisière. Le missile est plus petit et plus léger, mesurant près de 8 mètres de long, 1 mètre de large et pesant 2500 kg. Les lanceurs sont automatisés et contrôlés depuis un véhicule poste de commandement 9S457, le centre de la batterie. Son équipage de 7 personnes suit jusqu'à 70 cibles attribue des priorités et coordonne plusieurs lancements simultanés. Le quatrième composant, le radar, assure le suivi et la coordination et se compose de 2 parties. Le radar de surveillance 9S15 avec un équipage de 4 assure l'alerte précoce et l'acquisition des cibles. Sa portée de détection dépasse 200 miles pour avion, missiles de croisière, etc. et atteint 93 miles pour les missiles balistiques. Le radar de surveillance sectorielle 9S19 cible les objets rapides à faible signature radar, comme les ogives. Il nécessite également un équipage de 4 personnes, et a une portée plus réduite, de 108 à 137 miles, mais un temps de réaction rapide. La batterie comprend les véhicules 9T234 transportant des missiles de rechange et une grue. Il existe en 2 versions pour chaque lanceur. L'un transporte 2 9M82, l'autre 4 9M83. Ils rechargent les lanceurs en 50 à 60 minutes et peuvent aussi lancer des missiles en utilisant les données de ciblage des lanceurs. Dans l'ensemble, c'est un système solide. Même s'il est un peu daté, il est entré en service par phase, certains éléments ayant été intégrés au système de défense aérienne existant dès 1983. Le missile 9M83 a été produit dès 1986 et le système déployé en 1988. À son indépendance, en 1991, l'Ukraine a hérité d'environ 300 lanceurs S-300 de l'ex-Union soviétique. Face à une menace limitée après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie et des questions plus urgentes comme la construction de la nation à gérer, la plupart de ces systèmes sont tombés en désuétude. Tout a changé en 2014 après le Maïdan, l'annexion de la Crimée par la Russie et le début de la guerre civile contre les séparatistes pro-russes à Donetsk et Louhansk. La défense aérienne est vite devenue une priorité pour l'Ukraine, alors que peu d'équipements restaient opérationnels. L'Ukraine a retiré la bâche et commencé à réparer et restaurer ses stocks de S-300. Lorsque la Russie a lancé son invasion en février 2022, elle en comptait environ 100 opérationnels. À l'époque, le S-300 était l'un des rares systèmes ukrainiens pour intercepter les missiles balistiques russes, et il a été bien utilisé. Cependant, la Russie semble les avoir spécifiquement ciblés, ainsi que le reste des défenses aériennes de l'Ukraine, lors de son assaut initial, dans l'espoir d'obtenir une domination aérienne totale. Au moins 21 lanceurs ukrainiens avaient été perdus en avril 2022. Les missiles Toletsi ont vite manqué, sans solution de remplacement, car seule la Russie en produit assez, et ce sur la durée. Dès décembre 2022, l'Ukraine voulait plus de systèmes S-300 et de missiles, mais à ce moment, les armes occidentales, dont des systèmes de défense aérienne, arrivaient déjà en Ukraine. Allant des manpads portatives aux systèmes anti-aériens, missiles intercepteurs mobiles, 104 Patriotes avancés, avec tout ce que vous imaginez, et toutes les nouveautés créées par l'Ukraine entre-temps. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de S-300 faits il reste à l'Ukraine, mais en raison de la diminution des stocks de missiles et de la présence d'options plus puissantes dans son arsenal, c'est peu probable. Ils jouent un rôle trop important pour la Russie. D'un autre côté, comme le prouve cette dernière frappe, ils sont clairement toujours utilisés.
Il est difficile d'obtenir des données précises, mais la Russie aurait encore environ 50 S-300 feintes en service. Oups, il vaudrait mieux dire 49. Au début de la guerre, ils avaient d'importants stocks de missiles S-300, arrivant en fin de vie. En septembre 2022, Vadim Skubitsky, alors représentant du direction principale du renseignement, a déclaré à l'Ukraine Kopravda que le nombre de missiles dépend de ce que la Fédération de Russie utilise actuellement. Nous avons calculé que les S-300 sont des missiles qui sont stockés depuis plus de 30 ans, et la plupart d'entre eux depuis 35 à 40 ans. Il s'agit en fait de missiles qui devraient être retirés, mais ils sont en cours de traitement. Il y en a environ 7000. Au lieu de payer pour leur élimination, ils sont simplement jetés sur notre territoire. S'ils calculent ça de leur usage, ils en auront assez pour 3 ans, même si la quantité de missiles restants reste incertaine. Skibitsky semblait trop optimiste, car les lanceurs seraient encore frappés près du front s'il restait des missiles. En effet, les S-300 Sfin semblent toujours jouer un rôle important dans le système de défense aérienne en couche de la Russie. C'est un système de défense aérienne sophistiqué, multiniveau et intégré, conçu pour créer des zones d'interdiction d'accès difficiles à pénétrer, sur son vaste territoire et dans des régions avancées comme l'Ukraine occupée. La stratégie s'appuie sur la profondeur, la redondance et des zones d'engagement chevauchantes pour garantir une couverture continue et la résilience, même si une couche est affaiblie. Elle regroupe des systèmes de différentes portées sous une architecture unifiée de commandement et de contrôle reliant radars au sol, avions de détection, unités de guerre électroniques et brigades de défense aérienne. Le niveau le plus élevé ou à la plus longue portée offre des bulles de défense aérienne, pouvant s'étendre jusqu'à 800 km de diamètre. Ce niveau inclut des systèmes longues portées comme le nouveau S-400 Triumph russe, le S-500 Prométhée et le S-300 VS. La couche à moyenne portée repose surtout sur le système S-350 Vityaz assurant cette couverture. Conçu pour contrer drones, missiles de croisière et armées à distance comme le JASM ou Storm Shadow. Ayant une portée de 60 à 120 km et pouvant lancer 12 à 16 missiles, le S-350 fait le lien entre les intercepteurs longue portée et les défenses ponctuelles. Il est fréquemment utilisé avec l'ancien 9K-37 Buk et ses variantes, assurant une défense mobile moyenne portée et une couverture radar élargie. Enfin, le niveau de proximité inclut des systèmes courte portée et défenses ponctuelles tels que le 9K-33, OSA et le S-125. Nava est le fameux Pantsir-100, protégeant des sites stratégiques tels que bases militaires, aérodromes et centres de commandement. Ces systèmes sont très mobiles et souvent rattachés aux formations des forces terrestres sur le terrain, offrant une protection localisée contre les menaces à basse altitude et les munitions guidées de précision. Un réseau radar avancé, comme les séries NEBOM et Gamma, relie ces couches pour une synchronisation efficace, offrant une alerte précoce constante et la détection d'avions furtifs via des systèmes multibandes. Ces radars transmettent les données de ciblage à toutes les unités de missiles pour un suivi longue portée et une action coordonnée. Le système intègre également des moyens de guerre électronique, ou guerre électronique tels que Krasuka, Momansk, BN et Repellent, pour perturber les satellites adverses, les liaisons de données système de positionnement global, les radars des avions et ces vilains drones ukrainiens, omniprésents et hautement destructeurs. Les 2 stations radar en L-125 NIO-BSV frappées par l'Ukraine sont des cibles très rares et précieuses. Les radars de défense aérienne principaux de la Russie, y compris les séries Nebo-M, Nebo-SVU Protivnik G, Gamma S1 et 55ZH6 Nebo-M, forment des systèmes intégrés multibandes pour détecter les menaces furtives et conventionnelles. Cependant, le NIO-BSV a une fonction différente. C'est un radar mobile en bande Very High Frequency dérivé de la famille Nebo. Conçu pour les forces terrestres russes, le NIO-BSV est essentiel à la défense aérienne intégrée et en couche de la Russie. Station radar mobile à 3 coordonnées servant de radar d'alerte précoce et d'acquisition de cibles à longue portée. Elle détecte, suit et identifie tout type d'objets aériens, dont avions, hélicoptères, missiles de croisière et balistiques, ainsi que drones. Capable de détecter des aéronefs furtifs et peu visibles comme le B-2 Spirit, le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Fonctionnant en Very High Frequency, le radar est installé sur un camion Kamaz à 4 essieux, offrant mobilité et déploiement rapide en 10 à 15 minutes. Le système, opéré par 3 personnes, peut fonctionner sans interruption, même lors de longs services de combat. Côté performance, le NIO-BSV paraît impressionnant sur le papier. Il pourrait suivre 300 cibles aériennes en même temps,
avec une détection jusqu'à 500 km et une altitude maximale de 65 km. Le système transmet les informations sur la situation aérienne au centre de commandement et au système de défense aérienne, y compris les systèmes longue portée comme le S-320 et les systèmes courte portée comme le Pantsir S-On. En résumé, déployer ce système dans des zones stratégiques, comme le Donbass et la Crimée, joue un rôle clé pour permettre à la Russie de maintenir une zone d'exclusion aérienne et de coordonner la défense aérienne sur des centaines de kilomètres. Le fait est qu'ils sont assez rares et très coûteux. Donc en perdre un n'est pas comme perdre n'importe quelle station radar ordinaire. La Russie a d'abord acheté 6 radars 1L125 Niob SV via un contrat de 2016 livré en 2018. Il s'agissait des premières unités de série déployées pour l'entraînement dans des bases opérationnelles à travers plusieurs districts militaires. Les chiffres actuels sont classifiés, mais des sources ouvertes estiment la flotte à quelques unités, voire une dizaine. Détruire un seul de ces systèmes en Ukraine représenterait 10% ou plus de toute la flotte, vu leur rôle stratégique et leur production complexe. De plus, ils seront sans doute coûteux et difficiles à remplacer, vu la complexité du système et de ses composants spécialisés, souvent soumis à des sanctions. La production est sans doute faible, peut-être 1 à 6 unités par an. La production en série a débuté en 2016, mais la quantité et le coût actuel n'ont pas été révélés. Le coût initial unitaire du contrat de 2016 était d'environ 6 à 7 millions de dollars au taux de 2017-2018. Cependant, certaines sources occidentales et ukrainiennes estiment aujourd'hui la valeur de remplacement du système à environ 100 millions de dollars. Cela pourrait refléter des coûts de déploiement plus importants, l'intégration ou une confusion avec d'autres radars Nebo, comme le Nebo-U. Le prix unitaire réel est sans doute plus proche du prix initial que des 100 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, la perte d'un seul Niobe SV est déjà un revers tactique et stratégique majeur pour la Russie. Avec leur nombre limité et leur grande valeur technologique, chaque perte diminue la détection et la conscience situationnelle de la défense en couche, créant des angles morts dans la couverture aérienne. On doit alors utiliser des radars plus anciens et moins performants, ce qui diminue la couverture et complique la coordination avec les systèmes de missiles. Et cela, à son tour, déclenche des vulnérabilités en cascade dans les secteurs de la défense aérienne. Perdre un Niobe SV fait mal, alors imaginez perdre les deux. Selon le direction principale du renseignement, ces frappes diminuent fortement la capacité de l'ennemi à contrôler le ciel du Donbass et ouvrent la voie à de nouvelles opérations des forces ukrainiennes. En ciblant les radars et les lanceurs, parallèlement, le renseignement ukrainien semble poursuivre une stratégie visant à une érosion systémique, plutôt qu'à une destruction isolée. Supprimer les yeux et les mains du réseau de défense aérienne russe réduit fortement sa capacité à réagir aux frappes. Assurer le contrôle aérien pour l'aviation russe et sécuriser la logistique ou les centres de commandement en zone occupée. La Russie peine déjà à contrer les frappes ukrainiennes, de plus en plus efficaces et profondes. Nous allons évaluer à quel point ces frappes ont encore réduit sa capacité de défense. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et merci de regarder.